Alors, cette photo que vous me proposez interroge tout de suite ce qui, dans l'idée commune, consiste comme un carcan rigide de la virilité, au moins celle d'une masculinité exacerbée du combattant. Si vous voulez, c'est l'élévation de la norme mâle à sa puissance maximale. C'est une photo prise par Adinès, un photographe et créateur israélien, né en 1966 et qui a lui-même, pendant 2 ans, été mobilisé au même titre que les jeunes hommes et femmes de son âge. L'armée israélienne est une armée qui, dans son effectif, a le pourcentage de femmes le plus élevé, ce qui n'en fait pas une armée féminisée. Je dirais que cela en fait une armée avec une vision moins genrée que les autres. Continuons donc avec Adinès. Lui, il se propose comme étant celui qui veut saisir l'instant d'avant. Et au fond, vous, ce que vous me proposez avec cette photo, c'est l'instant d'après. Mais, vous allez voir, finalement, c'est beaucoup moins binaire que tout cela. Car l'instant d'avant, tel que le définit ce photographe, l'instant d'avant que la chose nous survienne, c'est aussi l'instant d'après. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point. Ici, dans la photo que vous me proposez, on a plutôt l'idée que la chose a eu lieu, une bataille, un accrochage, et qu'ils en reviennent. Tous, on ne le sait pas. Ceux qui sont dans ce bus reviennent, fourbus, endormis, apaisés, mais aussi survivants, rescapés, là où c'est l'autre qui a pu mourir. Et les voilà finalement endormis, ni épuisés, ni virils, seulement et certainement pour un temps bref, dans les bras de Morphée. Relâchement dans cet instant d'après, qui n'est là que comme l'instant d'avant un prochain affrontement. L'image, vous le remarquerez, marque une esthétique, une beauté apaisée, une ressemblance. Cette photo ouvre une brèche dans l'imagerie stéréotypée du soldat, encombré par une hypertrophie supposée de son attitude mâle, disons-le ainsi, de sa maltitude. Quand vous m'avez proposé cette photo, cela m'a tout de suite renvoyé à un moment singulier, voilà quelques années à Tel Aviv. C'était en janvier 2012, après que j'ai terminé une conférence sur le traumatisme, un collègue israélien qui avait participé à plusieurs événements de guerre me demanda pourquoi je soutenais que nous étions tous exposés au traumatisme.
comment se faisait-il que je ne connaisse pas les pratiques actuelles qui donnaient aux soldats le sentiment de l'invulnérabilité, l'invincibilité? À ce qu'il me rappelait de ma mission, j'opposais l'éthique. Mais l'aplomb et la conviction de mon contradicteur, peut-être aussi le lieu où se tenaient ses propos, fit que je ne trouvais pas sur le moment la manière que j'aurais aimé avoir pour lui répondre. Je me suis trouvé un peu court à répondre éthique. D'autant que notre collègue, lui, me demandait si je pratiquais les injections de cortisol afin d'effacer la mémoire du trauma. En fait, je ne sais plus sur le moment ni aujourd'hui laquelle des deux questions avait produit en moi ce trouble qui me gagnait et que je n'avais pu répondre que de cette manière succincte. Est-ce l'invincibilité ou l'effacement de la mémoire? L'invincibilité du guerrier est une illusion faite pour le tromper, pour tromper celui qui va au combat, et aussi pour rassurer ceux qu'il est censé protéger. Mais soyons clairs, l'homme a toujours été le maillon faible de la guerre. Il l'était hier, il le sera demain. Il est aussi d'ailleurs faible au regard de ce qu'il fait de la mémoire. Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, traversant le champ de bataille de Solferino, qui avait fait en un seul jour 40 000 morts, eut ce cri « Tutti fratelli ». Eh bien, la photo que vous me proposez m'a tout de suite évoqué ça. « Tutti fratelli ». J'ai toujours soutenu que dans un certain sens, toutes les guerres sont des guerres civiles. C'est toujours un autre soi-même qui est tué à la guerre, un frère. La guerre a une cause profonde qui a trait à l'altérité. Lacan insistait sur cette relation initiale de tout sujet avec un autre primordial, celui de la connaissance paranoïaque du monde. Au-delà de cette confrontation, le sujet a pu trouver à exister en dépassant la radicalité du toi ou moi. Ce toi ou moi permanent d'une guerre où il en va de l'existence de l'un ou de l'autre, ajoute Lacan. Freud d'ailleurs avait déjà bien souligné comment la guerre réactualisait et confrontait à ce dilemme tragique du toi ou moi implacable. Je propose donc que l'on revienne vers Adinès et son œuvre. Multitude, féminisation, on n'échappe pas à la caricature ni au cliché. C'est ainsi qu'avant de parler de son œuvre, ceux qui écrivent à son sujet prennent soin, si l'on peut dire, de le classer parmi les artistes homosexuels. Plus justement, pour se dédouaner, et c'est beaucoup plus tendance, parmi les artistes ouvertement homosexuels. À partir de là, tout son travail est lu avec ce prisme. Par exemple, pour cette série de photos sur les soldats, ces derniers, les soldats, ne seraient que des êtres fragiles, réduits à une sexualité homo-érotique. La vulnérabilité ne pouvant trouver à s'exprimer ou à se parler autrement. Adinès, lui, se propose de débarrasser le soldat de son complexe de masculinité. C'est un autre propos, n'est-ce pas? Alors, essayons de voir cette photo et d'autres de son œuvre en suivant la recommandation de Lacan. Ne pas interpréter à partir de l'artiste, mais essayer de dire ce que son œuvre nous enseigne. Adinès, je reviens sur ce point, disait « Je veux saisir l'instant d'avant.
Il insiste aussi à dire qu'il n'est pas un photographe du réel saisi sur l'instant. Son rapport à la photo est bien plus conceptuel. Il met en scène ce qu'il veut transmettre. Ainsi, l'instant d'avant, c'est aussi l'instant d'après. En fait, ce qui marque sa différence, c'est qu'il ne saisit pas l'instant réel, celui d'une déflagration, par exemple. Il saisit l'instant d'avant qui inclut l'instant d'après. C'est-à-dire, selon son expression, l'humain. L'humain de ces situations pourtant inhumaines. Cela exclut le réel en incluant la fraternité. C'est cette opposition qu'il fait valoir. Dans cette série de photos dédiées aux soldats, on y trouve, c'est lui qui l'indique, des références bibliques. L'une est inspirée de la scène de Léonard de Vinci. Les apôtres sont les soldats. Il veut fixer le dernier repas avant le combat. Ce n'est pas une référence au Christ, dit-il, mais l'universel de ce dernier repas, partagé avant de monter au front. Une autre œuvre est à considérer. C'est une pietà. Je dirais ici une pietà inversée. C'est-à-dire que la pietà n'est pas la Mater Dolorosa, mais plutôt un de la série des frères. Adines reprend ici le thème de la fraternité, mais c'est mon interprétation, il y inclut aussi la sororité. Le regard est tout de suite capté par le visage de ce corps qui gît. Un visage féminin qui contraste avec le reste du corps. Mais en fait, la question n'est pas là. Elle n'est pas du côté de ce qu'il y aurait en trop, mais du côté de ce qui est marqué par la perte. Mettons cette pietà en série avec une autre œuvre de ce même photographe et qui dit être une annonciation. Mais dans cette annonciation, à la place de l'ange, c'est une jeune femme soldat au visage angélique qui probablement vient annoncer à une mère la mort de son fils au combat. En contraste de ce visage angélique, plein de sérénité et de douceur, on a les visages, eux, marqués par l'angoisse, de deux autres personnages masculins. Probablement un frère, l'autre fils de la mère, et un frère d'armes. Enfin, nous avons la mère, personnage central, dont l'attitude digne et le regard droit sont l'objet central de la photo. Pour le photographe, se fixe là, à la fois, l'instant d'avant l'annonce où la mère a compris ce dont il s'agissait et la marque de ce qui a eu lieu. Mais revenons encore à la pietà dans la conception d'Adines. Elle m'a rappelé une image, une photo qui fut et est encore partagée par tous les médecins qui ont fait leur formation dans les écoles de santé militaire. C'est celle d'un jeune médecin militaire, au Tonkin, chez lequel se voit la détresse qui l'a envahi, en même temps qu'une impuissance face à ce corps déchiqueté, face à la brutalité de la guerre que dévoile ce réel. D'exposer cette photo ne veut pas dire que l'on soit toujours impuissant à secourir un semblable. Autrement dit, ce n'est pas une identification qui est ici proposée. Mais cela dit seulement que ça peut aussi être ainsi. C'est ce qui fait trou dans l'idée de toute puissance. Tout autant de la limite de ce que l'on peut pour les autres
que de ce dont personne n'est à l'abri. Le réel n'est pas sélectif. Alors, si l'on remet en perspective les deux Pietà, dans celle mise en scène par Adinès, celui qui est en place de soutenir tient dans sa main gauche comme un pinceau, et aussi une boîte d'aquarelle est là, ouverte à la possibilité du maquillage, de cette impuissance face au réel. Toute la palette des nuances des semblants pour dire aussi la norme mâle et ses variations. Voilà, chère Sarah Abitbol, ce que m'a suggéré cette photo. Je vous remercie de m'avoir invité à la commenter.